Voilà, ben, bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième webinaire de la Mobile Banking Factory 2, donc avec Xi. Hein. Bon voilà, alors j'ai mis ma petite webcam parce que pour Xi c'est un petit boîtier, voilà, je sais pas si vous voyez bien là, est-ce qu'on voit bien ma voilà, j'ai sorti un petit peu puisqu'on a reçu au bureau les boîtiers donc que nous ont envoyé les équipes de Xi, donc on les a bien reçus. Donc avis aux équipes qui ont envie de développer ou de tester avec Xi, n'hésitez pas à venir au bureau pour nous emprunter les boîtiers. Nous on vous les prêtera et bien entendu il faudra nous les ramener une fois que l'événement sera terminé. Donc voilà, juste un petit overview là du temps restant pour le concours. Donc du coup on a 32 jours écoulés hein, donc depuis le lancement. Donc c'est passé vite, hein, ça fait quasiment un mois qu'on on s'est tous rencontrés pour la journée de lancement. Et puis il reste 34 jours avant la grande finale. On est exactement, bon, on va dire à un jour près, à 50% de la Mobile Banking Factory 2. Donc on a eu un premier hackathon samedi dernier qui était très constructif, je trouve. On a une vingtaine de personnes qui sont venues. On a aussi des échanges avec des équipes en province. Donc bien sûr, bravo à ceux qui étaient là et qui sont venus bosser pour finaliser leur projet. Je pense que les échanges ont été constructifs. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks, bien évidemment, par rapport à ça. Et le deuxième hackathon de la Mobile Banking Factory 2, justement, donc, bon, bien entendu avec Crédit Agricole, les équipes de Crédit Agricole Store, mais également les équipes de PSA et les équipes de XI. C'est donc le samedi 25 avril dans les bureaux de Bimayap. Même format, ça change pas. On fait le barbecue le samedi midi et puis on est ouvert jusque tard pour ceux qui veulent continuer à bosser. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir à ce hackathon. J'invite aussi les équipes qui sont en province à booker des créneaux pour du one-to-one par l'intermédiaire de Skype avec le tech support. C'est vraiment utile. Je pense que les équipes qui sont venues samedi, eh ben, elles ont eu raison de venir et je pense que effectivement, c'est important que vous puissiez assister à ce deuxième hackathon qui est, on va dire, le dernier rassemblement avant la dernière ligne droite et avant la grande finale. Bien entendu, il y aura d'autres rendez-vous individuels, mais celui-ci est important pour l'ensemble du groupe. Là, du coup, bon voilà, pour ceux qui n'ont pas pu assister à tous les webinars, ils sont sur la chaîne YouTube de Mobile Banking Factory 2. Alors à chaque fois, chaque partenaire a deux webinars. Donc le deuxième est dans la plupart des cas un petit peu plus avancé que le premier. Donc c'est important aussi de les consulter. Vous avez été assez nombreux à participer à la première vague, un petit peu moins à la deuxième vague. Bon voilà, encore une fois, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui s'est dit, les questions qui ont été posées et surtout les live démos qui ont été faites par les partenaires. Donc voilà, pour cela une adresse bit.ly, donc bit.ly/YouTube MBF2, ok, donc tout le contenu de la Mobile Banking Factory 2. Également sur Slack, donc là je suis assez content parce que je vois que tout le monde interagit sur Slack, donc c'est bien, encore bravo. Je pense que bon voilà, on attendra de la fin de l'opération enfin du concours pour vous dire si enfin pour que vous nous disiez si dans l'ensemble vous étiez content. Pour l'instant, nous on est vraiment content de Slack. Ça nous permet vraiment d'échanger, ça vous permet d'échanger surtout avec les autres et les partenaires. Pour rappel, donc voilà, la Mobile Banking Factory 2 organisée par le Crédit Agricole, co-organisée par Orange Partner, PSA, Salesforce, Exi, en partenariat avec Deezer, Motwin, Uber et Zenpark, supporté par les distributeurs Aura Technologies, Parcadom et Le Village, et également par une équipe de médias partners, donc Big Geek, Bonjour ID, Comitry, Programmer, Les Objets Connectés et le Web des Objets. Donc voilà, alors effectivement, voilà, c'est la réunion, c'est le webinaire mi-parcours. Ben, c'est aussi le moment de vous rappeler les dotations. Voilà, qu'est-ce qui a gagné concrètement à la suite de ce concours.
Pour rentrer dans le détail de chaque price pool, le Crédit Agricole Store offre 12, 10 et 8 000 euros aux 3 meilleures équipes, ok, qui utilisent l'API du Crédit Agricole Store. Bon, en l'occurrence, l'API du Crédit Agricole Store est dans tous les projets. Hein, donc voilà, les 3 meilleures équipes recevront un financement d'achat média sur des supports en particulier ou de votre choix. Donc c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez de cette enveloppe. Il y a également 5 000 euros de bons cadeaux par Orange Partner. Hein. Alors des bons cadeaux, voilà, c'est pour faire des achats sur une multitude de stores online. Alors je les ai pas en tête, mais bon, je sais que voilà, je me rappelle, c'est très vaste. Vous avez vraiment la possibilité d'acheter sur beaucoup de supports. Il y a également 10 000 euros de cash par PSA Peugeot Citroën. 4 500 euros de device Apple offert par Salesforce, hein, donc pour l'application qui utilisera au mieux la plateforme Salesforce. Et 6 000 euros de cash par Xi. Vous allez entendre juste Quentin un petit peu après, mais voilà, qui mettent 6 000 euros de price pool. Et enfin 3 000 euros de voucher par Uber, donc pour une application, un projet qu'ils sélectionneront. Bon voilà, juste pour faire un petit point aujourd'hui, forcément on a beaucoup d'équipes qui utilisent les API de PSA et de Xi, un petit peu moins qui utilisent Orange Partner et Salesforce. Voilà, si en termes de stratégie, je pense que c'est aussi important de prendre ça de le prendre en compte, bien évidemment, parce que forcément c'est important que chaque on va dire API ait une répartition à peu près équivalente. Donc voilà, bon entendeur, ceux qui sont bien avancés, ben écoutez, voilà, c'est une information qui peut peut-être vous intéresser. Vous pouvez également concourir dans plusieurs catégories, bien évidemment. Et du coup, je vous invite à le faire si, bien évidemment, le temps vous le permet, parce que vous savez que le temps, c'est une denrée rare pour la Mobile Banking Factory. Donc, il faut bien évidemment l'optimiser. Pour les derniers webinars, donc aujourd'hui, nous faisons le dernier webinar Xi, donc à l'instant. Demain, à 17h, de 17h à 18h, le webinar Orange Partner qui, au préalable, était planifié hier, qui est finalement reporté à demain de 17h à 18h. Et de 18h à 19h, le webinar Zenpark également. Hein, donc voilà, deux webinars importants dans le cadre de votre projet ou tout simplement pour à titre d'information. Voilà, Orange Partner a des API autour du beacon, autour du cloud. Donc voilà, c'est important que vous puissiez voir un petit peu leurs solutions. Et puis Zenpark, voilà, Zenpark qui ouvre ses API, qui a ouvert ses API spécialement pour la Mobile Banking Factory 2, qui est en fait un service de localisation de parking. Également, un dernier webinaire, alors celui-ci, il concerne vraiment tout le monde. C'est un webinar de distribution d'applications. En fait, on va avoir deux experts de chez Orange Partner qui vont vous partager toutes des astuces pour bien distribuer votre application. Alors, c'est deux experts qui connaissent les OS sur le bout des doigts, qui connaissent les règles de diffusion, de mise en ligne sur le bout des doigts, et qui sont aussi on va dire qu'il y a une vraie expertise sur comment faire vivre votre application après la mise en ligne. Hein, parce que comme il me disait, la mise en ligne, c'est vraiment 10% du travail, et tout le reste, comment faire vivre cette application, comment la monétiser aussi, c'est très important, et c'est quelque chose sur lequel nous on insiste dans le cadre de la Mobile Banking Factory 2. Donc voilà, je vous invite à bien noter ces dates-là. Et on vous enverra les liens très bientôt sur Slack. Maintenant, je vais laisser la parole à Quentin. Est-ce que Quentin, tu es avec nous? Ouais. Ça va? Allô? Ouais, on t'entend bien. Ouais. Très bien. Bon, ben super, écoute, je vais te passer l'écran. Est-ce que toi, tu es prêt? Ok. Je suis prêt. Allez, eh ben super, c'est parti. À toi de jouer. Avant de te laisser commencer, Quentin, pour les participants, pensez à poser vos questions sur l'interface chat.
Ok, donc ça c'est très important. Ok, super. On voit ton écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran de Quentin? N'hésitez pas à interagir. Hein, si bonjour Jo, bonjour Romuald, bonjour Ludovic. Voilà, ça commence à interagir sur le chat. Bon, pas de troll, hein, s'il vous plaît, sur le chat. Allez Quentin, je te laisse la parole. Allez, bonjour à tous, et puis bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter du SDK Android pour les applications XI, donc notamment comment le mettre en place et comment l'utiliser, et surtout comment utiliser le projet d'exemple qui est mis en ligne, qui est open sourcé sur le site de Bitbucket. Donc allons-y. Donc la première étape, c'est de mettre en place le SDK. Donc la première chose à faire, c'est de le télécharger. Donc c'est sur le site développeur. En fait, il y a un lien spécial quand vous arrivez dans l'onglet téléchargement qui vous permet de télécharger le SDK Android. Et ça contient un zip qui a le fameux SDK et aussi la documentation que vous pouvez utiliser et lire pour pouvoir aller plus loin. Donc une fois que vous avez téléchargé ce fameux zip, l'idée, c'est de l'extraire dans votre dossier personnel ou autre, dans un sous-dossier qui est XiSDK. Donc pour l'information, ça donne à peu près ça. Ça, c'est mon dossier personnel. Et donc, il y a bien le dossier XiSDK qui contient le fameux SDK qui est en ligne sur le site développeur. Donc là, on en est en version 4.0.1. Et donc, vous voyez, c'est juste un copier-coller de fichier, dans mon dossier home. Donc voilà pour l'installation, elle est assez simple. Et donc maintenant, on va voir comment utiliser le projet d'exemple. Donc, il faut démarrer Android Studio et créer un projet vide en mine API 14 ou 15. Donc moi, je l'ai déjà fait parce que ça prend un peu de temps selon les PC de le faire, donc j'avais pas envie de prendre temps avec ça. Donc c'est un projet vide, il n'y a rien dedans, c'est from scratch. Et ce qu'on va faire, c'est que on va importer le projet d'exemple à l'intérieur pour voir comment commencer à développer avec le SDK XI. Donc pour faire ça, il faut cloner le projet d'exemple et l'importer. Donc il y a le lien ici, vous pouvez le réutiliser. Et il est aussi disponible dans la documentation. Si vous allez à la fin de la documentation, vous verrez, il y a ce même lien, vous pourrez le retrouver pour l'importer. Donc allons-y. Et voilà. Il ne reste plus qu'à l'importer dans Android Studio. Donc pour faire ça, vous allez dans vos paramètres de module et vous faites New Module et vous l'importez ici. Import Existing Project. Gradle Module. Vous sélectionnez votre projet qu'on vient de télécharger, le module, donc moi il est ici, hop. Et donc le module name est déjà pris, c'est Android Based Project, qui est en gros le nom qu'on lui a donné. Vous faites Finish, et donc là automatiquement, votre projet apparaît ici, et Android Studio se synchronise. Donc on va attendre qu'il ait un peu fini de se synchroniser. Voilà, donc là on vient de faire le plus dur, on a importé le projet d'exemple et le SDK. Donc ce projet d'exemple est viable, c'est-à-dire que vous avez juste à rentrer quelques informations à l'intérieur, vous le lancez et ça devrait fonctionner sur les téléphones. Donc on va voir quelles informations il faut rentrer et voir un petit peu ça. Donc la première chose à regarder, c'est le fichier build.gradle. Donc ce fichier, c'est assez important parce qu'il contient justement les liens vers le SDK. Vous pouvez l'installer à peu près où vous voulez. Ce qui est important, c'est que l'emplacement de ce SDK soit ici dans vos repositories pour que Gradle puisse y avoir accès et le télécharger. Donc on est au format AR, du coup on ne peut pas l'inclure comme les autres dans un dossier libs, etc. C'est assez déconseillé de toute façon, même si on trouve un moyen de le faire. Et donc il faut vraiment l'apporter comme un genre de fichier Maven. Ensuite, il y a les packaging options qu'il faut rajouter, sinon ça ne compilera pas. C'est pas plus important que ça, c'est des fichiers qui peuvent être potentiellement doubles, et donc pour éviter tout ce qui est conflit, il faut les exclure. Et ensuite, la dépendance. Donc ici, vous voyez, on compile ça comme une librairie Maven standard, comme toutes les librairies que vous utilisez pour Android.
et il n'y a rien de plus à mettre dans votre projet, dans votre build.gradle pour pouvoir commencer à coder avec le SDK Android. Donc, je vous l'ai mis ici pour que vous puissiez le récupérer. Et globalement, ça aussi, c'est dans la documentation. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est partout pour toutes les applications, c'est la même chose. La deuxième chose importante, c'est l'Android Manifest. Donc, comme on a un SDK qui utilise Internet, etc., il y a certaines permissions à rajouter. Donc, Internet, le Bluetooth et Bluetooth Admin, notamment pour l'exemple, parce qu'on démarre le Bluetooth manuellement depuis l'application s'il n'est pas démarré. Et ça, on ne peut pas le faire sans Bluetooth Admin. Et ensuite, au niveau de l'application, en fait, on va la remplacer pour pouvoir avoir accès au Busy Client. Donc, on verra après ce que c'est. Mais c'est un peu votre clé d'entrée vers les API. Et du coup, pour que ce soit disponible partout, on l'a mis, on surcharge le SDK Application. Comme ça, c'est la première chose qui est lancée dans votre application et le Busy Client est initialisé pour le SDK. Et les Tools Replace qui vont empêcher les conflits. Nous dans le SDK, on a déjà mis un membre Hello Backup, on a déjà mis un membre icône. Et donc pour éviter les conflits, il faut bien mettre ça, sinon il est possible que votre application n'ait pas le bon label, n'ait pas la bonne icône, n'ait pas le bon thème, et prenne celui du SDK plutôt que celui que vous avez défini. Donc il n'y a rien de plus à rajouter dans l'Android Manifest. C'est les 4 points assez importants pour que votre application puisse de 1 compiler et de 2 et avoir le rendu que vous voulez ça ait. Pour finir, il faut rentrer les éléments dans le fichier xyconfig.xml. Alors ça, c'est le fichier que va utiliser le xclient. Donc quand vous avez créé votre application sur l'espace dev, vous avez dû avoir une page qui vous fournit donc votre client ID, votre client password, votre callback et vos scopes. Donc c'est une page que nous on génère, qu'on vous fournit. Et comme Benjamin l'a dit, il faut absolument retenir ça parce que nous on ne peut pas générer par exemple le password. Donc il est unique pour chaque application. Et donc c'est ici que vous rentrerez vos informations. Donc en fait, elles sont ici, les iconfig dans les values. Donc si vous ouvrez le fichier et que vous copiez-collez ici vos informations, ça sera automatiquement pris en compte dans le code. Et donc vous pourrez avancer avec ça. Donc moi je ne vais pas le mettre ici parce que tout le monde verrait mon busy password. Mais l'idée est celle-là. Donc vous mettez vos informations comme ça. Par rapport aux scopes, il faut bien le mettre dans chaque item. C'est vraiment un tableau et il ne faut pas les mettre à la suite avec des virgules. Sinon ce ne sera pas pris en compte par rapport au SDK et vous aurez des problèmes d'affichage de page parce que de notre côté on ne comprendra pas en fait ce que vous demandez. Donc il faut vraiment le fournir comme un tableau. Et si un jour vous voulez un autre scope pour raison X ou Y, ou nous on fournit d'autres scopes, il faudra juste rajouter l'item ici dans le busyconfig.xml et automatiquement il sera pris en compte quand vous vous connecterez à l'application. Une fois que ça c'est fait, en fait, techniquement votre application elle est prête et vous pouvez y aller. Donc on va explorer un petit peu ce qu'il y a dans ce projet d'exemple. Donc par rapport au fichier Java, il y a notre fameuse SDK Application, dont j'ai parlé ici dans le manifeste, qui est en fait la racine de tout, qui sera lancée en tout premier lieu, et c'est ici qu'on initialise le fameux client et le contrôleur. Donc normalement vous n'avez rien à faire dans ce fichier, en tout cas vous n'avez rien à changer de ce qui est déjà écrit. Automatiquement ça va déjà aller prendre les informations qui sont dans le fichier xyconfig, qui sont votre client ID, votre password secret, vos scopes, votre callback, et automatiquement ça va initialiser le SDK. Donc moi ici j'ai un build config environment. Du coup pour que ça marche pour vous, soit vous faites comme moi et donc vous avez une variable de build qui le met en staging, soit vous-même ici vous pouvez mettre staging qui est la sandbox qu'on utilise pour que vous ayez vos applications fonctionnelles. Donc the environment staging et rien de plus à faire. Quand vous lancerez votre application, vous arriverez dans la page de loading. Et donc cette page, ce qu'elle fait, c'est que première étape, elle va tester si vous êtes authentifié. Donc
quand vous vous authentifiez, enfin quand l'utilisateur s'authentifie, nous on le sait par rapport au SDK, et donc l'utilisateur n'a pas besoin de s'authentifier 2 fois. Comme ça, quand vous retournez dans votre application, si vous avez déjà entré vos identifiants, vous ne devez pas le faire une seconde fois. Donc si c'est déjà authentifié, on met à jour les données de l'utilisateur. Sinon, avec cette méthode ici, automatiquement, ça va appeler une page du SDK qui va demander les informations de connexion de l'utilisateur. Vous n'avez pas à le gérer. En fait, le SDK, c'est vraiment une surcouche de toutes nos API pour vous éviter de faire les appels en web service par vous-même. Quasiment toutes les méthodes des API, elles sont répertoriées dans le SDK. C'est ni plus ni moins que ça. Donc tout ce qui est parti au hot, vous n'avez pas à le refaire via Android. Vous utilisez juste cette méthode qui est Authenticate User. Et ça va appeler la page. Et une fois que l'utilisateur sera connecté, ça rentrera dans cette callback qui est On-User Authentication. Et votre utilisateur sera authentifié. Donc il n'y a rien de plus. Cette simple méthode vous permet de connecter votre utilisateur et de pouvoir récupérer ces informations. Voilà pour l'authentification. Et ensuite, je vais juste en montrer une ou deux parce qu'elles fonctionnent quasiment toutes de la même façon. Donc, on se base sur un singleton qui est le XiController.getInstance, qui va vous permettre de tout faire. Dans ce même XiController, il y a plusieurs services, le User Service, le Car Service, le Data Service, et ça vous permet de récupérer les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. La première information dont on a besoin, comme l'a dit Benjamin la semaine dernière, c'est de récupérer l'utilisateur. Donc, pour récupérer l'utilisateur, vous avez besoin du User Service. Vous demandez l'utilisateur qui est connecté actuellement, et automatiquement, ça rentrera dans la callback ici, qui vous fournira l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc, si je diminue un petit peu pour plus de visibilité, on le voit. Vous appelez cette méthode, et automatiquement, dans le onSuccess, vous aurez l'utilisateur qui a rentré ses identifiants. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à aller sur une quelconque URL. Tout est caché de notre côté. Ça vous simplifie la vie parce que vous avez déjà un objet XiUser qui vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin. Son ID, son nom, son prénom. Et donc, vous n'avez rien de plus à faire. Une fois que c'est fait, vous pouvez récupérer ces voitures. Donc ce coup-ci, c'est avec le Car Service. Vous récupérez ici sa voiture connectée et ici ses différentes box. Donc les box, c'est des XI, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Un utilisateur peut avoir plusieurs box par exemple, et donc dans ce cas-là, il y aura une liste de box ici, même si dans votre cas, à mon avis, il y aura le plus souvent une seule box. Encore une fois, c'est caché, c'est tout ce qui est récupération d'informations, c'est fait ici. Donc cette page-là ne fait ni plus ni moins que ça, récupérer les informations, les stocker. Donc on récupère l'utilisateur, la liste de ses voitures et la liste de ses box. Une fois que c'est fait, vous verrez que ça arrive sur la page Main Activity, qui ne contient rien de plus que 4 boutons. Un bouton pour voir les informations détaillées de l'utilisateur, un bouton pour voir les informations détaillées de voiture, et un bouton pour voir les informations détaillées de sa box. Ensuite, le dernier bouton, c'est un logout. Encore une fois, pour le logout, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous appelez une méthode disconnectUser et on se charge, nous, de notre côté, de supprimer les valeurs qui ont été stockées pour aider à la reconnexion, tout ce qui est refresh token, etc. Et donc, ça nettoie tout ce qui est connexion d'utilisateur. Par contre, c'est à vous de nettoyer ce que vous stockez. Voilà pour la partie main, qui ne sert pas à grand-chose à part à amener vers d'autres points. Et donc, vous verrez que ces activités sont assez simples parce qu'elles font juste de la présentation d'informations. Je vais peut-être plus m'attarder sur tout ce qui est box, parce qu'il y a la fameuse connexion Bluetooth qui est un plus. Donc, en fait, cette Activity Box, quand vous arriverez dessus, elle va lancer un scan Bluetooth pour pouvoir trouver votre XI. Donc, c'est vraiment... il faut qu'il y ait une XI qui soit connectée en Bluetooth à côté, sinon ça ne sert à rien. L'idée, c'est, donc on lance le scan Bluetooth, et une fois qu'on aura trouvé la XI, donc avec le numéro de série, nous on le connaît, quand on récupère les box des utilisateurs, on a les numéros de série, on va pouvoir demander au SDK de s'appairer, donc je vous passe les détails de broadcast qui sont pas plus intéressants que ça. Donc une fois que la box elle est récupérée, on voit ici, il y a deux choses importantes, le Add Bluetooth Listener et le Connect to XiBox. Donc en fait, le scan Bluetooth, il va vous fournir un Bluetooth device. Donc vous pouvez prendre le code comme il est quand vous en aurez besoin.
Et donc c'est ce Bluetooth device qu'on passe. On passe pas directement une XI. Et c'est ça qui va permettre de se connecter à la box. Et tout ce qui va être ensuite connexion et communication avec la box, ça rentrera dans le listener que vous avez ajouté ici. Donc, pareil, pour le listener, on a une classe spéciale que vous pouvez utiliser qui est un Xbox Bluetooth Data Listener. Et on a une série de callbacks qui seront appelés à chaque fois qu'il y a une interaction Bluetooth qui se passe avec la box. Donc, les plus importantes, c'est le Unbox Collected et Unbox Disconnection. Donc, Unbox Connected, c'est appelé une fois que tout ce qui est processus d'appairage et de connexion à la box sera fait. Donc, c'est pas instantané, il y a quand même un petit échange qui se fait. Et une fois que c'est fait, là, on peut commencer à travailler avec la XI, à récupérer ces informations. Et Undisconnection, c'est quand soit vous demandez explicitement à vous déconnecter de la box, soit, par exemple, la box, elle sort du range ou des choses comme ça. Et donc, pour vous pouvoir gérer un affichage spécial, on a une callback pour ça. Et ensuite, il y a les méthodes onNewData et onNewLocation. Donc, la box, elle a un GPS. Le GPS fournit des locations. Et donc, il va appeler ses callbacks, la callback onNewLocation, dès qu'il y a une nouvelle position GPS. Il y a la même chose pour l'accéléromètre. Donc, onNewAccelerometerData, qui est une callback qui est appelée dès qu'il y a une nouvelle valeur de l'accéléromètre. Et ensuite, il y a onNewData qui, elle, sera sûrement la plus intéressante pour vous, va vous fournir toutes les valeurs des signaux que la box remonte. Donc, comme Benjamin vous l'avait montré, on peut, avec le car status, récupérer toutes les valeurs avec un tableau qui contient le nom du signal, sa valeur et le type de données. Nous, c'est pareil, il y a le car status, mais pour la connexion Bluetooth, ça passe par cette méthode, onNewData. Et donc, toutes les environ 40 millisecondes, cette callback va être appelée avec toutes les valeurs des signaux. Donc, c'est pas un principe de, dès que le signal change, ça va être appelé. On le remonte tout le temps. Et c'est à vous de mettre à jour vos données. Et par exemple, si votre vitesse elle ne bouge pas de 90 km/h, toutes les 40 millisecondes, votre véhicule speed vaudra 40 km/h. Donc, voilà pour la callback onNewData. Ça va vous permettre justement de gérer tout ce qui est changement, temps réel par rapport au véhicule. Pour vous aider à faire ça, en fait, on a l'objet XiCarData et il contient déjà en fait les informations qui sont parsées du web service. Et on a l'objet CAN qui contient tous les signaux disponibles. Donc certaines voitures, comme on vous l'a dit, n'ont pas tous les signaux, mais ça vous permet en fait de faire un switch sur quels signaux vous voulez. Donc si vous l'explorez, vous verrez ici, on a tous les signaux qui sont en théorie disponibles par la XI. Et donc ce fichier est amené à évoluer en même temps que la XI évolue. Et donc vous pouvez récupérer tous les signaux disponibles via le switch ici. Donc moi ce que je fais, c'est que j'affiche la vitesse, le carburant, l'état de la voiture si elle est verrouillée pas verrouillée, la vitesse du moteur qui est en tours par minute, le nombre de kilomètres, les feux de route et les feux basiques. Donc, avec le simulateur, quand vous pourrez vous connecter, vous verrez que si vous allez sur cette activity et que vous affichez, vous changerez les valeurs sur le simulateur, et quasiment instantanément, les valeurs vont se mettre à jour sur l'application. Donc, si vous mettez 90 km/h dans le simulateur, vous verrez 90 sur l'application. Vous passez à 91, 40 millisecondes plus tard, votre application passe à 91 km/h. Ça permet de gérer tout ce qui est instantané et de ne pas devoir passer par le car status, qui lui va chercher les informations déjà uploadées sur l'API. Donc voilà pour la connexion Bluetooth. Je pense que c'est une grosse partie sur laquelle il peut y avoir des questions, notamment pour ceux qui veulent vraiment faire du temps réel et pas moins de consommation d'API. Donc voilà pour l'utilisation basique, très basique du SDK. Je voulais pas faire quelque chose de trop long parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est les questions. Donc j'espère qu'il y en a. Pour ceux qui ont déjà commencé à utiliser le SDK, en tout cas, on a vu qu'il y en avait déjà. Oui. Allô Quentin? Tu nous entends? Non, parce que je vais vous montrer en live. Oui. Yes. Oui, du coup, effectivement, il y a
En fait, le lien du projet coquille vide, du coup, il est accessible directement sur quelque Ouais. part ou... Ok. En fait, ouais, il est accessible directement via Bitbucket. Vous copiez-collez les liens que j'ai placés ici. Donc on va le mettre sur Slack. Yes. Euh, hop, il est là. Donc, vous pouvez copier-coller ça si vous avez déjà vite d'installer et ça va télécharger automatiquement la coquille vide qui vous permettra de gérer ça. Bon, mais très bien. Effectivement, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, échanger avec Quentin. Juste pour information, Quentin, est-ce que tu sais qui c'est qui sera là la semaine prochaine à Paris? C'est toi, c'est Benjamin, c'est tous les deux, c'est... Alors moi oui. Tu seras là, d'accord, Après ok. je sais pas trop qui sera là en Bon, plus. Il y aura bon, mais sûrement très bien. d'autres personnes. Eh ben, très Mais bien. on n'est pas encore fixé sur. Dans tous les cas, je serai présent. Bon, bah, ok, super. Bah, écoute, très bien. Je pense que effectivement, tu seras là donc le samedi dans la journée. Le hackathon du 24 avril, c'est toute la journée du samedi, hein. Donc on fait un format condensé de 10 heures jusqu'à ce qu'il y ait du monde, mais on ne revient pas le dimanche cette fois-ci. Du coup, voilà, moi j'ai également reçu quelques boîtiers XI, donc voilà, si vous voulez les utiliser ou bidouiller avec, c'est assez facile. Du coup, Quentin, justement, moi j'ai une petite question. Alors, il y a à peu près entre 10 et 15 équipes qui utilisent les API de XI. Est-ce que du coup vous avez pas mal échangé avec les inscrits? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des petits bugs que j'imagine que vous avez corrigés? Alors, on a eu pas mal de questions, oui. Ouais, Même pour le SDK, on a eu d'ailleurs des retours assez pertinents qui ont fait qu'on a relivré un SDK qui ok, corrige un bug, en effet. super. Maintenant, il n'y en a pas eu énormément sur les SDK, justement, et d'où aussi ce webinaire, parce que c'était aussi pour dire qu'il n'y avait pas forcément besoin de consommer les API manuellement. Donc c'est surtout pour ça qu'on avait fait le SDK, parce que on pourrait tout refaire depuis le début, mais on voulait vraiment simplifier la vie des développeurs et fournir une boîte qui permet de tout faire sans se casser la tête, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi ce webinaire, pour justement avoir des questions sur les SDK, parce que on n'en a pas eu énormément. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, très bien. Bah, alors, il y a Adrien qui pose une question. Est-ce qu'il y aura des simulateurs samedi prochain? Si oui, doit-on fournir des infos? Alors oui, Adrien, du coup, je vais répondre à cette question. Comme je disais au début du webinaire, on a reçu des boîtiers XI, qui sont d'ailleurs accessibles au bureau dès aujourd'hui, enfin, je veux dire, dès vendredi dernier, hein. Du coup, enfin non, d'ailleurs, je veux dire, je suis lundi, mais ils sont au bureau, donc si tu veux passer, si tu veux prendre 5 minutes pour passer et récupérer un boîtier, on peut t'en prêter un, il n'y a pas de problème, hein. Donc pas besoin d'utiliser euh, euh, exactement, enfin d'attendre le hackathon pour avoir le boîtier. Tu peux passer au bureau pour le récupérer. Hein, donc bon, ben voilà, ben je pense, je sais pas si Quentin, je pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Encore une fois, de toute façon, le webinar est enregistré et sera mis en ligne sur la chaîne de la Mobile Banking Factory 2. Et puis, ben, j'ai vu, voilà, l'équipe de Dizzy est très active sur Slack et très réactive. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des bons échanges, donc bon, je trouve ça assez intéressant. Continuez à poser des questions, n'hésitez pas. Je sais que Romuald également a posé une question, donc voilà, tu as eu un retour. Donc voilà, je pense on est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Quentin. Bah de rien. Ah, alors attends, alors il y a toujours une question, il y a toujours une question de dernière minute. Alors, Romuald qui dit, je travaille sur une plateforme web, Tizen, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la redirect URL, j'ai décidé de passer par une iframe, mais je ne sais pas comment cacher le changement de page sur cette iframe. Est-ce que tu peux répondre à cette question, Quentin? Ça, à mon avis, c'est un problème particulier qu'il va falloir qu'on voit sur Slack.
Ok. Ça va être difficile de répondre comme ça à l'oral, donc on va prendre en compte le problème sur Slack, je pense. Bon, très bien. Il demande également, as-tu une idée de quel listener utiliser? J'en ai testé plein, mais j'ai pas trouvé le bon. Bon, je pense que c'est effectivement plus du one-to-one. Romuald, effectivement, je pense que ça peut être intéressant de discuter justement sur Slack ou par mail. Bon, mais super. Ben écoute, vu que c'était déjà dessus, c'est top. Bon, mais super. Ben merci Quentin. Je pense que c'est Merci. bon. Je dis trois, plus de questions. C'est bon, j'ai vendu. Il y a toujours cette petite question de dernière minute, mais c'est bien. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'y répondre. Et puis voilà. Bah écoute, Romuald, je t'envoie ça de suite. Je t'envoie les contacts des équipes. Merci Exi, merci aux participants. Et puis à demain pour le webinaire Orange Partner. Merci. Salut.